Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR, même s'il n'y avait pas de match la nuit dernière. Du coup, on va essayer de parler un peu de la petite actualité basket. Il y a quand même un long papier de The Athletic qui est sorti hier sur Nico Harrison. Les journalistes de The Athletic ont essayé de se plonger un peu en profondeur sur le personnage de Nico Harrison, sur ce qui a pu le pousser à transférer Luka Doncic. Ce que je retiens d'ailleurs de ce papier, Shai, c'est que finalement, cette décision, elle vient surtout de lui, parce que j'ai l'impression que Nico Harrison, Luka Doncic représente tout ce que lui n'aime pas. C'est à l'opposé de ses valeurs, notamment en termes de nutrition, de soins de son corps, etc. Et voilà, c'est un peu quelque chose qui ressort de ce papier. Je ne sais pas si tu veux ajouter des éléments là-dessus. Ouais, moi aussi j'en suis ressorti en me disant bon, allez, je vais définitivement peut-être ranger, pas les théories du complot, mais l'implication des propriétaires. À un moment j'étais quand même vachement là-dessus, sur le côté ils veulent faire déménager la franchise et tout, sauf que c'est un média sérieux qui a fait une enquête sérieuse, qui s'est entretenu avec d'autres gens autour de la franchise, et t'as raison, on a vraiment l'impression que c'est une décision quasiment unilatérale, même s'il semble quand même avoir convaincu des gens autour de lui, parce qu'on dit que les Mavs dans leur ensemble, avec Nico Harrison à leur tête, en sont arrivés à la conclusion, avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire le fait que Nico Harrison, lui, est un peu un obsessionnel de l'hygiène alimentaire, de la santé et tout ça, et il avait déjà essayé de convaincre Luka de faire plus attention à lui, qu'en gros, c'est pour cette raison que Nico Harrison a tout simplement décliné la possibilité déjà de lui proposer une extension. Il n'avait aucune intention de le prolonger. Ils en sont arrivés à la conclusion, Nico Harrison en tout cas, que Luka finirait forcément par se blesser gravement. En gros, pour reprendre les termes de l'article, que le corps de Luka le lâcherait plutôt que ce que les gens imaginent. Donc, admettons, on en revient à un truc, je suis désolé, on va en arriver aux mêmes conclusions. Hein. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ils interrogent aussi le fameux Bob Voulgaris, qui était l'ancien directeur de je sais pas trop quoi chez les Mavs, de plein de trucs différents, qui à un moment était un peu trop présent même au goût de Luka lui-même, qui dit que tout le monde craignait Luka sauf lui-même. Bon, c'est une forme... c'est aussi pour se mettre un peu en avant, genre ouais, moi j'arrivais un peu à le manager et tout, mais il dit que tout le monde avait peur de lui. Et que Nico Harrison, tout simplement, effectivement, tu l'as dit, était à l'opposé, et que ils avaient peur que son corps le lâche avant la date, la date normale. Et le problème, à nouveau, c'est pas tellement, même si je la comprends pas, la décision d'acter le fait qu'ils veulent pas de Doncic comme franchise player. Admettons. Le GM, c'est contre ses convictions, il veut un mec qui est fit de A à Z pendant la saison, durant l'intersaison, admettons. Mais à nouveau, il récupère un joueur qui, contrairement à Luka, a joué 60 matchs par saison seulement 2 fois sur les 6 dernières années, Anthony Davis. Luka, il n'y a qu'une seule fois où ça ne va pas lui arriver depuis le début de sa carrière, c'est cette saison, parce qu'il a eu une blessure à la cuisse. Donc c'est pas non plus un truc dramatique, tu te dis son corps est flingué. Et ils ont récupéré donc ce joueur, Anthony Davis, à nouveau, très bon joueur, futur membre du Hall of Fame, mais qui est pas plus fiable physiquement, donc ça n'a encore une fois aucun sens, même si là ça plonge un peu, tu l'as dit, c'est une plongée dans les raisons qui ont motivé Nico Harrison. Ça ne justifie pas la contrepartie et la manière dont ils ont procédé en choisissant assez clairement une équipe, un joueur, a priori Anthony Davis. Et ça reste un article intéressant, hein, parce que la personnalité de Nico Harrison est un peu plus... On la comprend un peu mieux, parce que finalement c'est un type qu'on connaît peu et qu'on apprend à découvrir avec toute cette histoire, mais j'en ressors peut-être plus convaincu, comme toi hein, d'ailleurs, que Harrison est un peu plus responsable que ce que je pensais de la décision, mais pas, pas convaincu par les motivations. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est la contradiction entre le motif présenté, ou de plus en plus présenté sur le motif du trade, et la contrepartie. Il y a une contradiction qui est pour moi terrible et qui te laisse penser que tout le reste c'est bullshit en fait, que les motifs avancés, ben non, c'est du bullshit. Parce que sinon, pourquoi c'est Anthony Davis que tu vas chercher? Imaginons effectivement que le corps de Luka, il lâche plus tôt que prévu. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les athlètes ont des primes très longs, jusqu'à 35 ans, 36 ans. Tu vois, est-ce que, ok, tu veux nous faire croire que lui, ça va lâcher à 30 ans? Il en a 26. Donc, tu as 4 saisons de Luka. Est-ce que tu as 4 grandes saisons d'Anthony Davis là? Non, tu n'as pas 4 grandes saisons d'Anthony Davis. Il est tout le temps blessé. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et là, je parle d'un scénario où Luka a 30 ans, son corps lâche, quoi. Un truc à la Joel Embiid qui est incomparable. Joel Embiid a des problèmes de santé
bien supérieurs à ceux de Luka depuis des années, des trucs beaucoup plus contraignants au genou, etc., bien plus grand aussi en taille. Donc imaginons même que le corps de Luka il lâche à 30 ans, ce qui est un scénario qui me semble peu probable. Là, je dirais que si Luka il se prend pas en main, oui, peut-être qu'à 32, 33, et encore, tu vois, et encore, c'est pas sûr. C'est un mec qui sa puissance, elle va rester sa puissance. Peut-être qu'il va perdre en vitesse, mais avec sa technique, avec son tir, avec son génie, avec sa force dans les jambes, parce qu'il est athlétique, Luka, en fait, d'une certaine manière. On confond qualité athlétique et sauter très haut ou courir très vite. C'est pas la même chose. Euh, je reviens encore toujours les mêmes exemples. Stephen Curry était considéré comme pas athlétique. C'est le mec qui a le meilleur cardio dans cette ligue. Nikola Jokic, et pareil, j'entendais les mêmes choses. Ah, il va arrêter tôt, son corps, il aime pas le basket, blablabla. Nikola Jokic, là, à 30 ans, il est toujours parti pour être le meilleur joueur du monde. Donc, imaginons même ce scénario peu plausible où Luka n'a plus que 4 ou 5 saisons devant lui. C'est toujours plus qu'Anthony Davis, qui s'est blessé sans contact. Au passage, aucune communication des Mavs sur le sujet depuis. Il existe un scénario où Anthony Davis se fait opérer. Là, j'espère que tout le monde est bien conscient de ça. Il existe un scénario où Anthony Davis, il ne rejoue pas de la saison. Et c'est le mec qui vient. Alors, bien sûr, si c'est le cas, on va tout faire pour pas l'entendre, hein, si je suis les Mavs. Mais c'est une blessure sans contact, Anthony Davis. Il y a autre chose. Ça n'a aucun sens. Non, bien sûr, mais il y a autre chose dedans qui accrédite la thèse de la mésentente entre Harrison et Doncic, ou en tout cas du fait que ou l'ego d'Harrison n'a pas supporté ce qui se passait à la Dallas. C'est que visiblement il s'est plaint du fait que Luka se comportait comme une star, dans le sens programmait lui-même ses entraînements, ses charges de travail, des trucs qui ont été reprochés à d'autres stars parfois dont on voulait se séparer. Les superstars font dans la NBA aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est ça, je le sais bien. Et donc ce serait vraiment juste un... Enfin, en fait, il veut une star, il voudrait une star docile et qui... Enfin, le comportement de Luka a jamais été décrit comme au détriment du collectif. Pour l'instant, on n'a jamais entendu de coéquipier, même des mecs qui jouent plus aux Mavs, qui ont dit Luka est toxique dans un vestiaire ou machin. Enfin, tout le monde aime bien jouer avec lui. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Voilà, Kyrie s'entend très bien. Kyrie qui est pas non plus le partenaire le plus simple historiquement. Tout le monde aime bien. Bref, à nouveau, donc il y a des nouvelles raisons, ou en tout cas des approfondissements sur les motifs, mais ils sont pas beaucoup plus clairs qu'avant. Et en donnant ces éléments-là, parce que je pense que Nico Harrison ou ses proches ont en tout cas accepté de répondre à des questions de Athletic pour essayer de faire comprendre aux gens pourquoi, je pense que plus il s'exprime sur le sujet, moins on va comprendre. Non, mais c'est depuis le début. Hein. Depuis le début, chaque prise de parole, chaque article, c'est de pire en pire. Et le seul qui s'est pris le bec avec Luka, c'est Kristaps Porzingis. Lui-même, après, a reconnu qu'il y a eu de la manque de maturité des deux côtés. D'ailleurs, c'est dommage pour les Mavs, c'est dommage pour Luka et pour Porzingis de ne pas avoir réussi à faire plus. Mais sinon, à chaque fois, il n'y a que des gens qui encensent Luka. Les joueurs eux-mêmes, enfin bref. Oublions même cette histoire de Luka. C'est sûr qu'avec Anthony Davis, il a la superstar docile, entre guillemets. Mais pareil, ce qu'on comprend dans le papier, c'est que Rob Pelinka, c'est son pote. C'est quelqu'un avec qui il a travaillé pendant de longues années. Anthony Davis, c'est un athlète avec qui il a travaillé pendant de longues années. Il est allé chercher son gars en négociant avec son gars pour dégager le gars qu'il ne considérait pas comme son gars. C'est tout simplement le gars sur qui il ne pouvait pas avoir de contrôle. Moi, je continue de penser qu'il y a une très très grosse part d'ego, mais ça, tu peux pas le mettre en avant dans un article. Surtout que l'article de The Athletic, il se veut vraiment, il n'est pas à charge, quoi. Il est vraiment sous l'angle de voilà qui est Nico Harrison. Voilà peut-être pourquoi. Voilà, ils expliquent que Nico Harrison, c'est un dingue de nutrition. Il raconte l'anecdote. Ouais. Voilà, il rencontre ses potes, il leur dit qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. Tu vois, on veut nous montrer ça. On nous montre un peu qui est Nico Harrison. Tu vois, il n'y a pas une prise de parti. On veut pas t'aiguiller sur il y a de l'ego ou je sais quoi. Non, on veut juste te montrer il est comme ça. Terrible. Franchement, c'est terrible pour les Mavs. Je suis désolé, encore une fois. On va nous dire non, ben vous verrez, les Mavs ont les plus en playoffs. Ben peut-être, mais on verra combien de saisons Anthony Davis il a. On verra si les Mavs, combien de séries de playoffs les Mavs vont gagner. C'est encore pareil, tu vois. Nico Harrison, il félicite Rob Pelinka de ne pas avoir fait ébruiter le trade.
Tu m'étonnes. Bah exactement, tu vois, c'est ça le truc. Comment Nico Harrison, il capte pas que Pelinka, c'était absolument à 1 million de % dans son intérêt de ne pas faire fuiter le trade, vu que de toute façon, les Lakers se seraient fait. Enfin, je veux dire, il y aurait forcément quelqu'un pour proposer plus. Et en plus, les Lakers n'ont même pas eu besoin de proposer tout ce qu'ils avaient à proposer. C'est exceptionnel d'être à ce point déconnecté, genre dans ta conviction de non, mais là, Anthony Davis, il ajoute à notre culture. C'est aussi ce qui sort dans l'article. C'est vraiment ce Anthony Davis ajoute à notre culture. Anthony Davis, il n'a jamais bâti une culture quelque part. Jamais. À New Orleans, il a été la superstar de New Orleans. Il n'y avait pas de culture. Ils ont gagné une série de playoffs. Ils sont persuadés, Nicolas Harrison est persuadé, c'est redit dans l'article, que ça colle, que Anthony Davis colle culturellement et au niveau de la personnalité plus avec ce que lui et peut-être ce que les nouveaux propriétaires veulent comme joueur qui représente les Dallas Mavericks. Voilà, c'est... Alors, à nouveau, on peut dire l'avenir lui donnera peut-être raison. J'ai beaucoup de mal à imaginer comment, mais c'est voilà. Et on peut faire qu'attendre et continuer de ruminer. Je sais que ça va en agacer en commentaire et vous avez peut-être raison, hein, mais c'est tellement énorme. Vous avez tort, moi je vous le dis. Non mais bien sûr, mais moi aussi je pense que les gens qui disent vous verrez, vous surcotez Luka, mais si vraiment je le répète, s'il y avait eu un historique de blessures chez Luka, de blessures fâcheuses. Et si on avait appris que Harrison avait sollicité toutes les franchises de la ligue pour sortir le meilleur package possible, j'aurais presque compris, j'aurais toléré et j'en parlerais même plus. Je me dirais, voilà, c'est ce qu'ils ont considéré comme meilleur. Toutes les autres équipes ont participé à la ruée vers Luka et c'est eux qui ont gagné. Peut-être qu'il y avait mieux ailleurs, mais ils ont tenté. Là, c'est juste ça qui continue de me rendre un peu fou et ça me dépite. C'est vrai que, bon, au final, on parle beaucoup de ce sujet et sans doute qu'on se répète un petit peu, même si j'ose espérer que là, on a quand même ajouté quelques éléments nouveaux. Il y a un truc, tu vois, sur Harrison, s'il avait raison. S'il avait même ne serait-ce que raison à 60%, il serait quand même perdant. C'est-à-dire que même si Luka, son corps lâche à 31 ans, tu vois, ou qu'à 31 ans, il commence à décliner. Si effectivement Luka ne se prend pas en main, ça rejoint il décline à 31 ans. Même s'il avait raison sur tout ça, il aurait quand même tort sur le trade parce que les 5 années de Luka avant ses 31 ans seront sans doute plus productives que ce que les Mavs vont avoir avec un Anthony Davis qui a fêté déjà ses 32 ans. Et un Kyrie qui va fêter ses 32 ans avec Kyrie qui peut va se fêter désengager. ses 33, qui peut se désengager avec Klay Thompson qui doit être à quoi, 34. Non, il a plus que ça. Je crois qu'il a mon âge, Klay Thompson, ou il se rapproche de mon âge. Il doit avoir 35 ans. C'est Anthony Davis qui est, comme tu l'as dit, sur les 6 dernières saisons, une seule fois, il a joué 60 matchs. Je croyais que c'était 2 même, tu vois. Oh non, je crois que c'est 2. Tu as peut-être raison. C'est 1 ou 2, mais en 6 ou 7 ans. C'est terrible. Donc, même s'il avait, voilà, en grande partie raison, il aurait quand même tort, quoi. Bref. Allez, enchaînons sur... c'est pas pour faire le mec qui a la science infuse, mais il y a des trucs sur lesquels, des fois, faut pas avoir peur de dire les choses, quoi. Après, on verra si effectivement, au bout du compte, il a complètement raison. Bah, on sera les premiers à reconnaître et à lui rendre ses hommages. Autre trade de star, de superstar qu'on ne voit pas venir, mais que du coup commence un peu à... Première rumeur, ça concerne Ja Morant, Shai. Alors, si ça n'avait pas été Howard Beck, qu'on estime beaucoup, ancien participant à une table ronde du MOOC New York, d'ailleurs, il faut le répéter, si ça n'avait pas été Howard Beck, donc un journaliste que j'estime fiable, très fiable, qui l'avait relayé, on n'aurait sans doute pas parlé de la rumeur de Ja Morant parce que on est très loin de la fin de la saison, la deadline des trades est passée, Memphis est 2e de la conférence Ouest, il n'y a a priori aucune raison de s'alarmer pour les fans ou pour le clan Ja Morant en fait. Sauf que Howard Beck il nous dit, j'ai discuté beaucoup avec des GM autour de la deadline et un peu après, et forcément après le trade de Luka, on se dit que tout le monde peut être tradé, donc il n'y a pas de rumeur folle a priori. Et sans qu'il y ait une rumeur, sans que ce soit très très insistant, il dit, on m'a dit qu'il fallait surveiller à la fin de la saison, parmi les stars possiblement impliquées dans un trade, la situation de Ja Morant de très près. Pour différentes raisons. Les Grizzlies font une super saison, ils sont 2e, mais Ja Morant a un rôle... Alors quand il est là, il est plutôt bon, hein, attention.
Ça reste Ja Morant. Hein. Mais ils ont peut-être plus autant cette impression qu'il est fondamental et que s'il y a une offre qui leur convient, un truc vraiment lourd pour le coup, parce qu'il a sa valeur, elle est quand même remontée, parce que même s'il a manqué des matchs, là, je regardais, il a joué 32 matchs sur 54 possibles, donc c'est pas énorme, il en a quand même manqué pas mal pour diverses raisons. Il a une valeur quand même, Ja Morant, lui aussi c'est un joueur encore assez jeune, et donc contre la bonne offre, il pourrait accepter de discuter. Et on ne sait pas ce qui se passe en interne, on ne sait pas comment ils vivent son retour dans le groupe, s'ils sont pleinement satisfaits de ce qu'il montre. Il ne fait pas sa meilleure saison. Hein. Ça peut être une bonne chose aussi que les autres soient plus impliqués que lui. Sa meilleure saison, c'était 2021-2022, en gros. Hein. Il était à 27 points, 7 passes, quasiment à 50%, donc extrêmement adroit. Ça peut se rapprocher un peu de ce que faisait en production offensive un Shai Gilgeous-Alexander avant qu'il passe vraiment le cap candidat MVP. Cette saison, il est à 20.7 au niveau des points, 7,4 passes, 4,3 rebonds, 44% d'adresse, donc c'est pas mal du tout. Mais voilà, il dit qu'il a entendu des bruits selon lesquels Memphis pourrait l'envisager s'ils estiment que... alors déjà, si sportivement, si la campagne de playoffs ne se passe pas bien, c'est une possibilité, parce que Memphis a un peu une tête d'overachiever, là pour l'instant deuxième. Personne, même moi qui les voyais bien, pensais pas qu'ils finiraient deuxième. Si la saison ne se passe pas bien, s'ils sortent au premier tour en se faisant balayer, voilà, il y aura grosse réflexion autour de Ja Morant. C'est ce que Howard Beck, qui je le répète est fiable, nous dit à l'instant T. Voilà. J'arrive à comprendre, et en même temps, je trouve ça risqué. Tu trouves pas tous les jours un talent comme Ja Morant. Évidemment, faudrait bien sûr voir quelles seraient les contreparties possibles. Peut-être que cette petite rumeur, c'est une manière de tâter le terrain, un peu de voir. Je comprendrais surtout beaucoup plus si on se rapprochait de la fin de contrat de Ja Morant, dans le sens où quand même les Grizzlies il y a eu ça s'est pas brisé nécessairement avec Ja Morant, mais il y a eu une petite rupture, tu vois. Il y a eu quand même ils l'ont quand même suspendu, tu vois. Il a quand même eu une suspension de la part de sa franchise. Il a été un peu, pas complètement désavoué, mais il y a forcément, tu vois, il y a eu cette petite rupture dont je parle, et qui peut te laisser penser, ok, on est à 2 ans de la fin de son contrat, par exemple, on se dit il va pas re-signer chez nous parce que voilà, il garde une certaine rancœur. Échangeons-le maintenant et voyons voir ce qu'on peut aller chercher, tu vois. Mais là, la fin de son contrat, c'est 2028. Après, tu me diras cet été, du coup, on sera à 3 ans de la fin de son contrat. Il y a plus de valeur quand il lui reste 3 ans de contrat. Mais Moi je sais pas où en sont les relations entre Morant et le front office, parce qu'il faut, tu l'as dit, il y a eu enfin c'est pas un désaveu, mais ils étaient obligés de le suspendre. Enfin, ils étaient obligés de faire quelque chose. La NBA leur a intimé l'ordre de le faire. Et en plus, il y a eu quelque part un foutage de gueule, permettez-moi l'expression, parce que il a d'abord dit vous inquiétez pas, je suis en mode rédemption et machin, puis il a recommencé. Enfin, il s'est refait attraper avec un flingue. Et du coup, ils sont peut-être sentis un peu. Il y en a qui disaient ils vont plus jamais lui faire confiance et ils vont le trader dès que c'est possible. Donc je sais pas à quel point c'est réparé, à quel point ils se font confiance. Sportivement, ça va plutôt bien. C'est pas que du fait de Ja Morant et de son retour, hein, parce que les autres jouent très bien. Jaren Jackson Jr. fait une super saison. Le groupe se comporte très bien, mais c'est pour ça que je prends la rumeur au sérieux, parce que je sais pas à quel point ça s'est arrangé entre le front office et Ja Morant. ouais, moi, un peu comme toi, je me dis que ça peut être une des pistes, c'est de se dire ok, on gagne aussi sans lui, même si on ne gagne pas autant. On ne sait pas à quel point on fait confiance à ce mec, comme tu l'as dit, et même lui, peut-être des fois, se dit je ne sais pas à quel point je fais confiance à cette franchise. Ça peut mener un jour ou un autre à un trade en mode bon, bah voilà, il va pas re-signer, mais bon, normalement, il y a encore un peu de marge. Et si je suis les Grizzlies, je suis quand même méfiant parce que effectivement, moi, je pense pas que tu puisses gagner un titre avec Ja Morant en tant que superstar, mais bon, de toute façon, à Memphis, c'est une équipe qui a jamais gagné un titre. Donc l'idée, c'est même pas l'objectif, c'est pas forcément de gagner un titre, c'est déjà de réussir à vendre des maillots, d'être compétitif, tu vois. Et ça, Ja Morant leur offre un peu plus de perspective de compétitivité, même si l'équipe tourne aussi bien sans lui. Pas aussi bien, pardon. Elle tourne bien, mais pas aussi bien. Donc, un talent comme Ja Morant, il n'y en a quand même pas non plus des masses. Il faudrait vraiment voir ce que tu peux récupérer en contrepartie. Ça peut être très intéressant, par contre, si une autre star de cette ligue veut être transférée et que là, je sais pas, tu vas voir les Timberwolves et tu leur dis, bah ouais, Anthony Edwards, il veut se barrer. Je suis désolé de prendre toujours Minnesota comme exemple, c'est un peu injuste. Peut-être qu'Edwards ne demandera jamais son trade, c'est juste le premier truc qui m'est venu en tête. Et là, tu dis, bah regardez, nous, on vous propose Ja Morant, il n'y a aucune équipe qui va vous proposer un joueur aussi fort que Ja Morant.
Là, dans ces conditions-là, ça peut être intéressant pour Memphis d'avoir ça. En tout cas, apparemment, il n'est pas intouchable. On peut peut-être tourner ça comme ça. De toute façon, Luka Doncic a été tradé, Ouais, personne n'est intouchable, encore moins il y a plus Jamorant. d'intouchable. Ouais. Donc quand même, on avait souligné le retour. Moi, il me plaisait bien son retour en dehors des blessures. Le fait qu'il manque quand même pas mal de matchs. J'aimais bien le Ja un peu plus playmaker, moins scoreur. Je trouve c'était intéressant de le voir comme ça. Donc moi aussi, je me précipiterais évidemment pas pour les Grizzlies parce que ça reste à la base un leader de vestiaire aussi. Certes jeune, il est leader depuis qu'il est jeune, mais c'était un peu le visage de la franchise et de l'équipe avec cette mentalité-là que moi j'aimais bien. Donc pareil, je me précipiterai pas, mais aujourd'hui plus personne n'est à l'abri et quand on entend des rumeurs sur quelqu'un, faut les prendre au sérieux. Mais pour l'instant, on répète aux fans des Grizzlies qui nous écoutent, vous trois au fond de la salle, il n'y a pas d'alerte sur un trade. C'est pas garanti, c'est juste qu'on entend des trucs. Les bruits peuvent venir d'agents, d'autres GM qui veulent un peu peut-être fragiliser la position d'un joueur ou de l'équipe. Ça peut venir de partout, mais Howard Beck, qui est un mec sérieux, dit qu'on lui a dit ça. Faut quand même pas. Ça vient pas de n'importe où. Yes, à surveiller. Allez, on va peut-être finir juste avec une session qu'on voulait mettre en avant. Ouais. On va essayer de répondre aux propositions justement de cette question, de cette session. Je te laisse nous en dire un peu plus. Ouais, c'est une session qu'on a postée sur le site hier qui nous vient d'un de nos auditeurs, notamment sur les podcasts sur YouTube, qui est Nico Bird, c'est son pseudo. Et il a imaginé une petite situation fictionnelle et en nous demandant un peu... vous allez voir, je vais le lire. La guerre économique et commerciale est à son paroxysme entre les États-Unis de Donald Trump et la France. La France décide alors d'arrêter d'exporter des jeunes et de les présenter à la draft. En mesure de rétorsion, les États-Unis empêchent la diffusion de la moindre image NBA en dehors de son territoire. Mais avant cela, vous avez le temps de télécharger quelques vidéos que vous pourrez regarder en boucle car vous n'aurez plus d'autres images. Lesquelles choisissez-vous en sachant que vous avez le droit à une série de playoffs, un match complet, un carton d'un match, un panier à 3 points, un panier à 2 points, un contre, un dunk et une passe décisive. Donc, je vous mettrai le lien de la session si vous voulez les mettre en commentaire, mais vous pouvez le mettre aussi en commentaire sous la vidéo YouTube. Et moi, je vais vous donner les miens. Antoine, tu pourras nous donner ton... Je vais essayer de réfléchir Comme ça, tu réfléchis en même temps. Ouais. Alors, pour une série de playoffs, si je pouvais garder une série de playoffs... Alors, je me suis aperçu quand même en réfléchissant que j'ai quand même mis beaucoup de trucs post-2000, quasiment que des trucs post-2000, même si je suivais la NBA un peu avant. C'est plus frais dans ma mémoire. Normal. Et ça m'a plus marqué, quoi. C'était plus médiatisé, donc c'est pas pour faire injure à la NBA des années 80, 90, même avant. Pour la série de playoffs, j'ai pris Spurs Heat en 2013. Je trouvais que le niveau de jeu était dingue, les styles de jeu étaient un peu opposés, c'était du vrai, très très bon basket. Je prends Warriors Thunder en 2016, moi. Lequel? Warriors Thunder 2016, ouais. Celui qui a précédé le départ de Kevin Durant. Celui qui m'a fait mal au cœur. Je voulais vraiment voir Westbrook et Durant gagner un titre. Il menait 3-1. J'étais persuadé que le Thunder allait y aller cette année. Puis Dion Waiters est passé par là. Non, je rigole. Clay Thompson surtout est passé par là. C'est pas vrai. Dion Waiters n'était pas trop dégueulasse pour OKC. Qu'est-ce qui devient Dion Waiters d'ailleurs? C'est une très bonne question. La dernière fois dont je me souviens avoir entendu parler de lui, c'est quand il avait fait une semi-overdose au bonbon au CBD dans un avion avec le Miami Heat. Depuis, je sais pas trop ce qu'il est devenu, mais bon. Ensuite, on a un match complet, si on peut garder un match complet en vidéo. C'est pas très original, j'ai mis États-Unis-Espagne 2008. Ouais, pas mal. Un match complet... Je suis sur des trucs douloureux. Le premier qui me vient en tête là instinctivement, mais c'est peut-être parce que tu as dit Espagne, j'ai le France-Espagne, mais celui qui est perdu à Lille. T'auras envie de le revoir? Non, je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Faudrait que ce soit un match dont tu as encore les images. C'est le seul match que tu peux regarder en intégralité jusqu'à la fin de tes jours presque. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse plus. Bonne question, je sais pas. Pas de problème. Moi j'ai mis États-Unis-Espagne 2008. Le niveau de jeu là, les joueurs présents sur le terrain, c'était assez dingue aussi. Un carton d'un match, là aussi j'ai pas été très original. J'ai plus choisi du coup le carton, une performance d'un joueur sur un carton, et j'ai mis Warriors Kings 2015, les 37 points de Klay Thompson, parce que c'était assez surréaliste, sans poser de dribble quasiment, c'était fou. Moi j'en ai un autre, je me souviens plus l'année exacte, mais c'est Nate Robinson avec les Bulls, 4e carton contre les Nets en playoff.
Celui-là, ça m'a marqué de fou, parce que j'ai regardé en direct. Après, je pense que ça part en prolongation, j'ai peut-être un doute, mais il fait un quatrième quart-temps où il égale le nombre de points de Michael Jordan sur un quatrième quart-temps en playoff avec le maillot des Bulls. Je sais plus l'année exacte. C'est un Bulls net. C'est un truc genre 2011 ou un truc comme ça, hein, je pense. À voir, on va Pas vérifier. 2011, ça doit être un peu après, je dirais 2013. Je dirais 2013 ou 2014 parce que Derrick Rose est blessé, quoi. Je Mais pense que peut-être c'est pas, 2000. je pense que c'est pas 2014, c'est l'année où j'étais là-bas Non, je et j'avais vais suivi vous les dire. playoffs et j'ai vu les matchs, tous les matchs des playoffs des Nets. Je vais vous dire. 2013, moi j'aurais dit comme ça à vue d'œil. Allez, je vais vous dire, il a joué aux Bulls 2013. Une saison, c'est en 2013. Bon choix. Je me rappelle de ce coup de show incroyable. Kryptonite, d'ailleurs ça va mieux quand même. Il a été greffé. On en avait parlé rapidement, mais il a reçu la greffe et il va s'en sortir. C'est quand même une bonne nouvelle. Un panier à 3 points. Alors là en fait j'ai mis celui où j'ai le plus décollé du canapé parce que faut savoir que j'étais très 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 client de la Linsanity à l'époque. J'étais comme dans un film. J'ai adoré l'histoire. Je suivais tous les matchs sans exception quand il a commencé à sortir de l'anonymat. Et donc le panier à 3 points de Jeremy Lin contre Toronto, game winner au buzzer 2012, où on était encore sur une phase d'incertitude, genre bah c'est bon, il a fait 2-3 matchs, c'est un peu coup de bol, et il prend la balle sur la dernière possession, il fixe Calderon, et il rentre un shoot que je trouve magnifique et qui conforte la Linsanity en fait à ce moment-là. Moi, je vais pas être original, je veux dire Ray Allen contre les Spurs en 2013. C'est le panier qui est revenu souvent dans les premiers Ouais. commentaires, c'est normal. Un panier à 2 points. Alors c'est assez récent aussi, j'ai mis le panier de Kawhi contre Philadelphie en 2019. Ça m'est venu tout de suite en tête aussi. Celui-là, en plus, celui-là, il est vraiment. C'est une œuvre d'art à revoir et tout. Je vais dire pareil que toi, moi. Je vais dire aussi celui-là. Ouais, c'est une œuvre d'art parce que quand tu le mets en slow motion, où tu as aussi une prise de vue de derrière, enfin tu vois tout, tu peux voir le visage de chaque personne dans la salle qui est différent. Tu peux isoler n'importe quel acteur du match, c'est assez dingue. Puis le ballon qui rentre au ralenti, les implications que ça a aussi, c'est un panier assez dingue. On a un contre ensuite. Je me demande si j'ai pas le même que toi. Ouais. C'est un homme vieux? Ah oui, un homme vieux. Ouais. Ok, bon, on a le même à mon avis. Ok, vas-y. J'ai mis celui de Michael Jordan sur Ron Sur Mercer. Ron Pareil. Mercer en 2001. Mercer lui met un contre il y a peu de temps avant et ça m'a traumatisé en fait. C'est surtout que Pareil. je l'avais sur cassette et on pouvait pas il y avait pas YouTube, on pouvait pas le revisionner non-stop comme ça. Mais il le scotch, bon il a 39-40 ans et il le scotch, t'as l'impression qu'il reste 10 ans en l'air et sur la planche contre la planche, c'était exceptionnel. Pareil, j'ai le même contre. Un dunk, moi pareil, c'est un peu trop récent. Il y a eu des dunks iconiques de joueurs iconiques sur d'autres joueurs iconiques. Je sais pas, pareil, j'ai pris celui qui m'a le plus. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que j'étais devant le match aussi. C'est Blake Griffin sur Mozgov en 2010. Et ce match, j'ai hésité parce que dans ce match, il met aussi un dunk sur Gallinari. Après, il fait un spin et il lui redunk sur la tête. C'était le moment où Blake Griffin, on avait la réincarnation de Sean Kemp. Et les matchs des Clippers, c'était un grand spectacle juste pour ces dunks. J'hésite entre DeAndre Jordan sur Brandon Knight, mais je pense que c'est parce que tu as cité Blake Griffin. Vince Carter, je pense. J'en ai deux qui me viennent en tête de Vince Carter. Il y en a celui, il vole depuis la ligne de fond, tu vois. Il est presque quasiment à l'horizontale. Les photos sont dingues. Soit ça, soit celui sur Fred Weiss, évidemment. Et sinon, quoi d'autre? Peut-être le Holéoop aussi d'Yanis en finale. Ouais, allez, je vais rester sur Vince Carter. Vince Carter sur Fred Weiss, quand même. Ouais, celui-là a été traumatisant aussi, pareil, vu en direct. Et enfin, une passe décisive. Et alors, je me suis aperçu que je m'étais trompé parce qu'on me l'a signalé en commentaire, parce que c'est pas vraiment une passe décisive, puisque derrière, le joueur n'a pas marqué. Mais j'étais devant Canal cette nuit-là, c'était le Rookie Game 2000. La passe du coude. La passe du coude de Jason Williams pour Ralph LaFrance. C'est Ralph LaFrance qui manque, ouais. Ralph LaFrance qui manque derrière, mais du coup, personne ne regarde le scoreur, on regarde, enfin le joueur qui réceptionne la balle, on voit que Jason Williams, ça passe avec le coude totalement dingue. Il pourrait y en avoir 1 million de Jason Williams en match qui sont folles, mais celle-là, pareil, j'ai pris celle qui m'a le plus marqué, donc que j'aimerais bien avoir à disposition en vidéothèque. Ouais, j'ai pas d'idée sur la passe décisive.
Là, comme ça, il Bah, y a. t'as ce que t'as cité, je relis sur Yanis, c'est pas mal, parce que Sur la Yanis, passe, ça elle est va être pas mal, importante. ouais. Ouais, éventuellement. À défaut d'idées, je peux dire ça. Ouais, de toute façon, faut prendre toujours un peu de temps, c'est pas simple, mais alors on voulait vous proposer ça, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ceux qui vous ont le plus, qui vous ont le plus marqué, que vous aimeriez garder en vidéo d'après la thématique. Donc un match, une série de playoffs, un match, un carton, un panier à 3 points, un panier à 2 points, un contre, un dunk et une passe décisive. Voilà. Yes, bon, on va s'arrêter là-dessus, Shai. On se retrouve ce soir pour une late session. Absolument. Autour de 23h sur Alors, un Twitch. peu après 23h. Ok, un peu Normalement, à 23h. je pense qu'à partir de 23h15, je serai dispo. Et après, tu nous rejoins quand tu peux, après ton entraînement du jour. Pas de souci. Pas de souci. Bah écoute, on se donne rendez-vous et on se dit aussi à demain pour un nouveau CQFR, bien sûr. Bonne journée à tous. Ciao, à demain.